Bonjour, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un tutoriel consacré au dépannage dans l'électroménager. Donc ensemble, nous allons voir aujourd'hui comment diagnostiquer, comment dépanner un four micro-ondes qui ne chauffe plus. Donc cette vidéo va être composée en deux parties. Première partie, je vais vous expliquer brièvement, de manière très schématique, le fonctionnement et le principe du four micro-ondes. Ensuite, je vous montrerai, vous expliquerai le rôle de chaque composant qui sont à l'intérieur du four micro-ondes. Et on ira ensemble après vers une deuxième partie, une partie pratique, où là, je vous montrerai comment diagnostiquer, comment procéder pour trouver la panne quand un four micro-ondes ne chauffe plus. Et surtout, je vous montrerai comment mesurer chaque composant électrique qui sont à l'intérieur de ce fameux four micro-ondes. Voilà. Donc pour la deuxième partie pratique, il vous faudra simplement un tournevis, des gants isolants pour vous protéger, une pince plate, isolante, j'insiste isolante, c'est-à-dire avec un manche en plastique pour éviter l'électrocution, et également un multimètre qui fasse capacimètre. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième partie. Donc on attaque tout de suite pour la première partie. Qu'est-ce que c'est qu'un four micro-ondes? Quel est donc son principe et son fonctionnement? Alors, comment ça se passe au niveau du fonctionnement et du principe du four à micro-ondes? C'est très simple, à l'intérieur de votre four à micro-ondes, vous avez ce qu'on appelle un composant essentiel qui est le magnétron. Le magnétron, lui, il va donc produire, ou plutôt générer des micro-ondes qui vont se diriger grâce à un système ingénieux sur vos aliments. Et en se dirigeant sur les aliments, en pénétrant ces aliments, il va agiter des molécules d'eau. En agitant des molécules d'eau, ça va créer un phénomène de réchauffement interne, de friction si vous voulez, et c'est ça qui va chauffer ou réchauffer vos aliments. Parce qu'il faut savoir que dans la majorité de nos aliments, ça contient entre 60 et 95% d'eau. Voilà. Donc pour faire fonctionner ce magnétron, il y a tout un travail à la chaîne derrière. Vous avez tout d'abord, dans votre four micro-ondes, un élément indispensable, un composant électrique indispensable qui s'appelle le transformateur. Le transformateur, il a deux rôles distincts. Le premier rôle, c'est d'alimenter ce qu'on appelle le circuit haute tension. Et le deuxième rôle, c'est de préchauffer ce qu'on appelle une électrode, la cathode, qui va donc émettre des électrons. Donc déjà pour le premier rôle, son premier rôle primordial que vous expliquez, ça va être d'augmenter la tension issue du réseau d'alimentation, ou de la source d'alimentation, de l'augmenter et de l'envoyer au condensateur, pour qu'il puisse délivrer une tension d'environ 2500 volts nécessaire au fonctionnement du magnétron. Ça, c'est son premier rôle. Alors, comment ça se passe, si on veut vous expliquer ça de manière très schématique? C'est très simple. Vous allez avoir 230 volts qui vont arriver dans ces enroulements primaires, et il va faire ressortir de ces enroulements secondaires une tension de 2500 volts qui va envoyer au condensateur. Voilà. Et comme je vous ai expliqué le deuxième rôle, voilà, il va donc préchauffer ce qu'on appelle le filament de la cathode, qui va donc émettre des électrons jusqu'à l'anode. Mais ça, on va revenir après sur ça. Voilà. Donc pour revenir à ce que je disais, vous avez donc le fameux condensateur. Une fois que cette énergie électrique arrive au condensateur, lui, son rôle essentiel, ça va être de stocker cette énergie électrique et de l'envoyer sous forme d'impulsion au magnétron pour lui délivrer une tension entre 2500 volts et 4500 volts, qui est donc nécessaire au fonctionnement du magnétron. J'ai bien dit au moins 4500 volts. Voilà. Donc une fois que cette énergie électrique arrive au magnétron, le magnétron, lui, il va donc pouvoir produire ces fameuses micro-ondes et les envoyer sur la nourriture, les diriger vers la nourriture pour faire agiter ces fameuses molécules. Voilà. Et dans tout ça, vous avez ce qu'on appelle une diode haute tension qui va donc protéger des surtensions en laissant passer le courant dans un sens unidirectionnel, c'est-à-dire un seul sens. Voilà pour vraiment être très schématique dans les explications. Maintenant, si on veut être un peu plus précis au niveau du magnétron. Donc le magnétron, si vous voulez, ça se présente sous forme cylindrique, comme la forme d'un cylindre. Dans ce magnétron, vous avez deux éléments indispensables, deux éléments essentiels, deux électrodes qu'on appelle la cathode et l'anode. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va donc préchauffer le transformateur va donc préchauffer le filament de la cathode pour qu'elle émette des électrons. Donc comment ça se présente? La cathode, si vous voulez, c'est comme une tige métallique, voilà, ou un fil métallique, et on va donc préchauffer ce fil métallique, et ça émet les électrons. La cathode, c'est ça. Et tout autour, vous avez l'anode. L'anode, elle se présente sous forme cylindrique, pareil. C'est comme une structure métallique, mais en forme cylindrique. Et du coup, elle va recevoir les électrons, comme un récepteur ou un aimant à électrons. Voilà, pour vraiment, encore une fois, être très vulgaire et vous expliquer ça de manière très très schématique.
Alors, comment ça se passe aussi dans le niveau du fonctionnement? Pour qu'il se déplace, ces électrons, il va falloir qu'on lui donne une certaine source d'énergie, ce qu'on appelle un champ électrique. C'est-à-dire que quand vous allez appliquer une tension ou un courant entre l'anode et la cathode, entre la cathode et l'anode, ça va créer une différence de potentiel. Cette différence de potentiel entre ces deux électrodes, ça va donc créer un champ électrique. Et c'est ce champ électrique qui va faire déplacer ces électrons de la cathode à l'anode. Et il va être également guidé grâce à ce qu'on appelle un champ magnétique. Le champ magnétique, il va guider ces électrons de manière spécifique dans les cavités résonantes, qu'on appelle les cavités résonantes, qui sont à l'intérieur de votre anode, hein, qui composent l'anode. Et ça va donc aider à produire des micro-ondes. Donc, pour être un peu plus précis, le champ électrique, il va aider à déplacer ces électrons, et le champ magnétique, il aide à les guider dans ce qu'on appelle des cavités de résonance. Donc, ces électrons, ils vont se déplacer dans ces cavités de résonance, ils vont y transférer ce qu'on appelle leur énergie cinétique, et cette énergie cinétique, elle va interagir avec le champ magnétique, ce qui va donc produire des micro-ondes. Voilà, j'insiste à ce sujet. Donc comment on crée ce champ magnétique? C'est très simple. On va placer un aimant constitué d'un pôle nord et un aimant constitué d'un pôle sud. Et entre deux, on va mettre notre fameuse cathode et anode, notre forme cylindrique qui est la cathode et l'anode. Donc au-dessus, on met un aimant constitué d'un pôle nord et juste en dessous, on met un aimant constitué d'un pôle sud. Voilà pour vous représenter la chose. Donc du coup, ce champ magnétique est très intéressant et très important parce qu'il va aider à les faire déplacer ces électrons de manière spécifique dans ces cavités. Donc ces cavités, si vous voulez, c'est comme des creux. Et du coup, comme j'ai dit, il va y avoir une interaction entre notre énergie cinétique et le champ magnétique. Et c'est ça qui va produire des oscillations haute fréquence. Et du coup, ça crée des micro-ondes. Ces micro-ondes, elles vont être recueillies par l'antenne de votre magnétron. Donc il va recueillir ces micro-ondes, il va les envoyer dans le guideur d'onde, donc elles vont traverser ce fameux guideur d'onde, elles vont arriver jusqu'à l'agitateur d'onde. L'agitateur d'onde, ça se présente comme un ventilateur, si vous voulez, il va brasser ces ondes, donc elles vont être réparties de manière homogène dans votre micro-ondes, pour qu'il se réchauffe bien vos aliments. Hein, donc si on veut utiliser une métaphore, dans votre four micro-ondes, vous avez comme des cavités, donc elles vont rebondir sur ces cavités, et se répartir de manière uniforme dans votre micro-ondes. Donc pour utiliser la métaphore, imaginez un terrain de crosse. Vos électrons, pardon, vos micro-ondes, c'est comme les motos de crosse, et à chaque fois qu'elles vont sur une bosse, elles rebondissent. Et ben c'est à peu près le même système, voilà, pour faire la métaphore. Voilà, donc voilà ce que je peux vous expliquer au niveau du fonctionnement de manière très vulgaire du four, du magnétron. Maintenant, on va voir ensemble la partie pratique. En résumé, le circuit haute tension, composé du condensateur, de la diode haute tension, a pour rôle d'adapter la haute tension issue du transformateur à une tension de 4000 volts nécessaire au fonctionnement du magnétron. Alors, nous allons aborder ensemble la partie pratique. Donc pour cette partie pratique, je vais faire une liste détaillée des différents outils qui vont vous être nécessaires pour procéder au dépannage de votre appareil four micro-ondes. Donc, le premier élément qui vous sera indispensable, c'est forcément un tournevis cruciforme, donc de n'importe quelle taille, bien sûr de taille moyenne. Donc c'est généralement un outil comme ça qu'il nous faut, un cruciforme, pour ôter les vis qui donc maintiennent le capot de votre four micro-ondes. Voilà. En enlevant ces vis, on pourra donc accéder aux différents éléments du four micro-ondes. Dans un premier temps. Ensuite, il vous faudra, et c'est très important, une pince plate, dans la majorité des cas, même si moi j'utilise une pince multiprise, avec les manches isolantes, c'est-à-dire des manches en plastique. Donc une pince plate isolante. J'insiste, pas en ferraille, les manches, ni en inox, en plastique, pour éviter l'électrocution. Parce que cette fameuse pince plate, elle va nous permettre de décharger notre condensateur. Je vous rappelle, le condensateur, il stocke une certaine énergie électrique, donc il y a peut-être 2000 volts, voire 4000 volts à l'intérieur, et si vous touchez, vous risquez l'électrocution. Donc il est recommandé de décharger le condensateur, mais surtout d'attendre 24 heures avant de procéder au dépannage de l'appareil. Voilà, le temps que le condensateur dissipe, évacue toute cette énergie électrique stockée. Voilà, très important, pince isolante, j'insiste, pince plate. Ensuite, il faudra un multimètre qui fasse capacimètre, parce qu'il faut savoir que la majorité des multimètres n'ont pas cette fonction capacimètre. Nous, on ira mesurer la capacité du condensateur. Il est impératif d'avoir un multimètre qui fasse cette fonction. Donc entre 25 voire 20 euros, vous pouvez avoir ce type de multimètre. Voilà. Il faudra également des pinces crocodiles pour aller avec ce multimètre.
Voilà, et aussi des gants isolants, pour éviter aussi cette phénomène, enfin l'électrocution. Voilà, c'est très important d'avoir au moins ces 4 éléments. Vous verrez au cours du tuto, je crois que j'en utilise pas d'autres. Voilà, donc ça c'était au niveau des outils. Maintenant, au niveau du mode opératoire, du protocole, enfin du processus, comment on va procéder pour dépanner cet appareil. Donc au niveau de la procédure, c'est très simple, on va commencer par aller voir les éléments qui sont en amont, les éléments qui sont les plus évidents. Avant d'aller mesurer le magnétron, tout ça, il est préférable d'aller mesurer déjà, voire tester les fusibles. Les fusibles, c'est des dispositifs de sécurité qui permettent d'éviter les surintensités. C'est très important. Donc ils évitent en fait l'incendie dans votre appareil, qu'il y ait trop de courant ou une surintensité. Donc dans le cas-là, ils vont fondre et ils vont ne plus permettre le passage du courant. Donc ils empêchent le passage du courant en fondant. Voilà, ces dispositifs de fusibles sont très importants, donc c'est important de le savoir, ils évitent les surintensités. Donc on ira déjà mesurer ces fusibles, qui sont souvent présents sur la carte d'alimentation. Vous verrez, c'est très simple, je vous montrerai avec le multimètre comment le tester. Ensuite, on ira voir les sécurités thermiques, ce qu'on appelle des cliquetsons, vous vous rappelez, ce que j'appelais les cliquetsons bref. Donc ces sécurités thermiques, c'est pareil, elles vont éviter la surchauffe. Donc en cas de surchauffe, paf, le binôme il se déforme et ça évite justement qu'il y ait contact et que le courant il continue à passer, donc elles vont se déformer, ça évite le courant de passer en fait. Voilà. Donc c'est très important d'aller mesurer aussi les cliquetsons, parce que des fois c'est responsable aussi d'une panne. Donc on ira voir ça aussi. Ensuite, il y a d'autres éléments importants, le fusible haute tension qui est donc fixé ou plutôt raccordé au transformateur. Vous verrez, c'est très simple aussi. Donc une fois qu'on a ces éléments, on pourra aussi aller voir les sécurités portes. Les sécurités portes sont aussi des dispositifs de sécurité importants. Dans la majorité des cas, ça peut être aussi une panne. Donc à quoi ça sert? C'est très simple, vous avez un sécurité porte primaire et secondaire. Et ces sécurités portes, c'est simple, si vous arrivez devant votre four micro-ondes, que vous ouvrez comme ça instantanément ou inopinément comme ceci, la sécurité porte, elle coupe l'alimentation. Ça évite les micro-ondes de se propager à l'extérieur du micro-ondes et ça évite les brûlures. Parce que c'est très dangereux les micro-ondes. Non seulement ça peut être cancérigène, mais aussi ça peut brûler. C'est invisible. Donc c'est pour ça que quand on ouvre le micro-ondes, paf, ça coupe l'alimentation. Voilà. Donc très important d'aller vérifier les sécurités portes. Je vous montrerai le même système avec le multimètre. C'est très simple à mesurer. Voilà, donc une fois qu'on aura mesuré ces fameuses sécurités portes, on ira voir d'autres éléments. Et là, on ira voir le fameux transformateur. Donc le transformateur, je vous ai expliqué, c'est ce qui sert à augmenter la tension et puis à fournir l'électricité haute tension au circuit haute tension. Donc là, on ira voir les enroulements primaires et secondaires, on ira mesurer sa résistance. Alors bien sûr, le mieux, c'est de ne pas faire ça sous tension, par mesure de sécurité. Voilà, donc nous, on fera ça hors tension. Une fois qu'on aura vérifié le transformateur, on ira vérifier aussi le fameux magnétron. Le magnétron, un élément indispensable, puisque c'est celui qui fabrique les ondes. Donc on ira vérifier son état, pareil avec le résistance, en mode ohmmètre, et on ira vérifier surtout s'il n'y a pas de courant de fuite. Qu'est-ce qu'un courant de fuite? Un courant de fuite, pour être très schématique, c'est un courant qui circule dans votre appareil là où il ne devrait pas circuler, à cause d'un défaut d'isolant. Voilà. Donc si vous voulez une phase qui touche la carcasse, ça peut donner un courant de fuite. C'est-à-dire que le courant, il ne va pas partir totalement à la terre. Dans les cas-là, on a mis donc des dispositifs, c'est-à-dire que vous avez donc, on a inventé donc les disjoncteurs différentiels. Ce sont des dispositifs de sécurité qu'on a tous pratiquement chez nous, qui va donc calculer s'il y a une déperdition du courant, c'est-à-dire une perte du courant qui va à la terre. Et dans le cas là où il détecte ça, il coupe instantanément. Et s'il y a un courant de fuite dans votre appareil, c'est ça qui fait disjoncter. Voilà, dans la majorité des cas. Donc moi, je vous montrerai comment procéder. Vous verrez, c'est très simple. On fera même un algorithme, si vous voulez. On verra la valeur qui s'affiche sur le multimètre et on verra s'il y a un courant de fuite ou pas. Voilà, très important de savoir ça. Parce qu'un courant de fuite, ça peut aussi amener une électrocution. Donc c'est très important qu'on ait mis justement ces fameux disjoncteurs différentiels pour protéger votre installation et vous protéger vous-même. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on aura vérifié le magnétron, le transformateur, on ira voir le fameux condensateur. Donc là, on se mettra justement avec notre multimètre en position capacimètre pour mesurer sa capacité. Vous verrez également, c'est très simple. Et une fois qu'on a tous ces éléments, on peut vérifier d'autres éléments. On ira vérifier la diode haute tension, parce que des fois, elle aussi, elle est incriminée, parce qu'elle protège les surintensités. Donc on ira voir, vous verrez, c'est très simple, et il vous faudra simplement une pile 9 volts. Voilà. Donc dans les cas-là, pas de problème. Voilà, bon, pour les grandes pannes, les grandes lignes. Après, vous avez aussi d'autres pannes, des fois ça peut être l'agitateur d'ondes, ça on ne pourra pas le voir.
Il y a aussi le plateau tournant, il faut bien vérifier souvent si le plateau tourne, parce que quand il ne tourne pas, bah justement, comment dire, les ondes, elles ne sont pas bien réparties de manière homogène, donc du coup, bah, il y a des endroits où c'est pas bien chauffé. Donc des fois, le plateau tournant, c'est-à-dire le micromoteur, le moteur, il peut être endommagé. Et du coup, c'est ça qui fait que votre nourriture n'est pas bien chauffée. Après, il y a encore d'autres pannes, bien sûr, comme je vous ai parlé de l'agitateur d'ondes, mais il y a aussi d'autres pannes, des fois, qui sont un peu plus complexes. Alors, dans la majorité des cas, vous avez aussi d'autres micro-ondes, hein. Vous avez les micro-ondes qui fonctionnent par minuterie, c'est-à-dire que vous avez un bouton comme ça qui va tourner et qui va se remettre en position initiale. Ça, c'est géré grâce à un micro-moteur asynchrone. Et dans d'autres cas, donc ça, c'est pas électronique si vous voulez, hein, c'est fait par un système mécanique. Dans d'autres cas, vous avez aussi un système électronique. Donc dans notre cas, nous, il n'y aura pas de carte électronique. Mais il faut savoir qu'il y a certains micro-ondes, même la plupart maintenant, ils ont des modules électroniques. Donc là, dans notre cas-là, nous, on ne pourra pas vérifier parce qu'on n'en a pas. Mais des fois, on peut aussi être amené à vérifier ça. C'est-à-dire que le module électronique, c'est le cerveau de l'appareil. Il va régler, il va gérer en fait toutes les commandes de chauffage, hein. C'est lui qui va gérer les commandes de chauffage, la puissance de chauffage, le temps de cuisson en fait, en fonction des paramètres que lui aura indiqué l'utilisateur. Donc nous, dans la majorité des cas, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas vérifier si c'est le module électronique. Donc on procède par élimination. Si c'est pas tout ce que j'ai dit avant, bah c'est forcément le module électronique. Parce que bien souvent, il faut des oscilloscopes et il faut des compétences nécessaires d'électronicien pour savoir si c'est le module électronique, parce qu'il y a plein de petits composants dedans, des microprocesseurs et tout ça. Donc très important de procéder par élimination. Si ce n'est pas tout ce qu'on a dit avant, bah, c'est peut-être le module électronique. Voilà, ça aussi, ça peut être une cause de panne. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair, hein, donc voilà, pour vous de résumer. Donc n'oubliez pas, pour ce tuto, il va donc vous falloir ce tournevis, la pince plate, isolante, je reflète, avec des manches en plastique, notre pile, hein, une pile 9 volts, des pinces crocodiles, notre multimètre qui fasse capacimètre, et puis si possible des gants. Allez, on attaque tout de suite la partie pratique. Alors on va démonter le capot, donc c'est très simple, avec notre cruciforme. Alors le mieux c'est d'avoir un gobelet pour pouvoir mettre les vis dedans, ça évite de les égarer. Hop. Alors hein, comme je vous dis, quand on veut inspecter ce genre d'appareil, c'est-à-dire le manipuler, pour faire des mesures, il faut toujours attendre au moins 24 heures pour que le condensateur se décharge. C'est important pour votre sécurité, sinon vous risquez l'électrocution. Alors on enlève nos vis, c'est très simple. Alors le mieux aussi c'est d'avoir des gants ergonomiques, d'avoir des gants pour vous protéger les doigts. Parce que la tôle là, vous voyez, hein, le capot c'est de la tôle et ça risque de vous couper les doigts. Voilà, c'est tous des petits trucs à dire, mais bon. Ah. Il y a également une vis ici, qui se trouve ici. Voilà, donc on met bien les vis dans le gobelet. Maintenant on peut enlever notre capot. Attention les doigts, ça va permettre d'accéder aux différents organes mécaniques, électriques. Pardon. Voilà. Donc première chose à faire, c'est de décharger le fameux condensateur qui se trouve ici. Donc on prend notre pince, hein. Donc c'est une pince multiprise, normalement il faut une pince plate, c'est plus adéquate, mais bon avec ça, ça devrait le faire quand même. Voilà, vous voyez où est le condensateur. On va appliquer nos deux pinces entre les cordes, les bornes, pardon. J'espère qu'on voit bien le truc. Alors, je vous montre, voilà, entre les bornes, comme ceci. Alors si le condensateur contient encore de l'électricité, vous devriez avoir apparaître un arc électrique. Voilà. Voilà. Alors maintenant,
qu'on a pris toutes ces mesures de sécurité, je vais vous présenter, ou plutôt vous expliquer le rôle de chaque élément, de chaque organe électrique de notre appareil. Alors, on va commencer par le fameux transformateur. Le transformateur, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc le transformateur, il a pour rôle d'augmenter la tension électrique du réseau électrique et de l'envoyer au condensateur. Donc ça, c'est son rôle primordial. Un peu de lumière, voilà. Donc en gros, il va rentrer 230 volts ici, hein, dans ce qu'on appelle des enroulements primaires, et il va ressortir 2300 volts dans ces enroulements secondaires. Donc ça va donner lieu, ça va aller au circuit haute tension. Voilà. Je vous montrerai plus tard ce que c'est que le circuit haute tension. Donc dans un premier temps, comme je dis, il va alimenter le circuit qui est connecté au magnétron, qui est ici. Voilà. Pour préchauffer le filament qu'on appelle la cathode. Donc la cathode, c'est la bande positive du magnétron. Voilà. C'est une des bandes là. Donc ça, c'est déjà aussi un rôle secondaire. Mais retenez qu'il sert à alimenter le circuit haute tension à 2500 volts qui sont nécessaires au fonctionnement de ce qu'on appelle le fameux magnétron. Voilà. Voilà, donc ça c'est déjà pour vous parler du transformateur. Donc le transformateur, comme je vous ai expliqué, il va donc transmettre l'énergie plus élevée, hein, c'est-à-dire au condensateur. Et le condensateur qui est ici, encore un zoom, voilà, lui, il va stocker cette énergie. Il va la libérer sous forme d'impulsion, hein, donc il va la libérer en court instant, pour alimenter le magnétron. Vous voyez, donc on va avoir une tension de 2500 volts à 4000 volts qui vont être nécessaires au fonctionnement du magnétron. En gros, si vous voulez, il fonctionne comme une batterie. Et le magnétron, qui se trouve ici, qui est la partie là, alors lui, il va transformer cette énergie électrique haute tension issue du condensateur en micro-ondes. Et donc c'est ça qui va chauffer les aliments. Parce que les aliments, comme on l'a vu, il y a des molécules d'eau qui vont s'agiter, et en s'agitant, eh ben, ça va fabriquer de la chaleur. Donc en gros, le magnétron va utiliser un champ magnétique et un champ électrique pour axer les électrons qui vont se déplacer dans sa cavité, à l'intérieur de sa cavité. Mais ça, c'est un peu explicite, on verra ça plus tard. Donc retenez que le condensateur, il joue un rôle essentiel dans le circuit haute tension puisqu'il va stocker l'énergie et la libérer par moment. Voilà. Donc ça, c'était déjà pour ces éléments-là. Ensuite, vous avez une diode haute tension. Alors, la diode haute tension, je vais tout démonter pour vous montrer après. Elle se situe ici. Donc la diode haute tension, elle sert principalement à redresser le courant alternatif provenant du transformateur et elle aide également à protéger des surtensions électriques. Voilà, donc c'est un élément très important. Donc en gros, pour utiliser une métaphore au niveau mécanique, c'est un peu un travail à la chaîne. Le transformateur, il va donc augmenter la tension électrique comme une pompe à essence. Le condensateur, lui, il va stocker cette énergie comme un réservoir. Donc il va contenir ce carburant sous pression en fait, hein, c'est un peu du carburant sous pression qui est envoyé du transformateur. Et le magnétron, il va se servir de ce carburant haute pression pour fonctionner en fait. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'en fait, voilà, chaque élément est indispensable. Donc c'est un travail à la chaîne. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment mesurer ces différents éléments. On verra également ce que c'est que la carte électronique qui se situe au-dessus, mais ça on verra après. Mais là, je vais déjà vous montrer qu'il y a des fusibles. Hein. Déjà, la première chose à faire quand un micro ne fonctionne plus, c'est déjà d'aller voir les fusibles. Donc on va déjà voir les fusibles de la carte module électronique et on verra le fusible haute tension qui se trouve ici. Puis on verra également aussi, le plus important, les sécurités thermiques qui s'enclenchent quand il y a une surchauffe de l'appareil. Allez, on se voit tout de suite pour les fusibles. Donc une fois qu'on a déchargé, comme je l'ai expliqué, le condensateur, on peut travailler en toute sécurité. Donc ici le fusible haute tension, comme je vous ai expliqué. Alors ici c'est très important de vous dire que c'est une commande par minuterie, si vous voulez. Donc en gros c'est pas par une platine électronique, je vous avais expliqué au tout début de mon introduction qu'il y a aussi des micro-ondes qui travaillent, qui peuvent gérer tous les éléments grâce à ce qu'on appelle un module électronique, qui est donc géré par un microprocesseur. Là,
on voit que c'est une minuterie. Donc en gros, si vous voulez, ça va fonctionner grâce à un moteur asynchrone. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les nouveaux micro-ondes, hein, ou certains micro-ondes qui, eux, ont une platine électronique qu'on peut commander par électronique. Voilà, vous voyez hein, ici, on voit bien que c'est un bouton comme ça, hein, qu'on peut tourner comme ceci. Et du coup, bah voilà, il y a une rotation qui va se faire et qui va libérer un contact. Le contact marche jusqu'à son retour en position initiale. Voilà, et ça c'est fait par un moteur asynchrone. Donc ça c'était la petite parenthèse. Voilà. Je voulais aussi vous dire qu'il ne faut pas confondre cette carte qui est au-dessus, là, qu'on verra plus tard, qui est donc la carte d'alimentation. Il ne faut pas la confondre avec également un module électronique. Un module électronique, ici, dans cet appareil, il n'y en a pas. Il y a de l'électronique, bien sûr, hein, il y en a. Mais, hein, on voit bien ici qu'il y a le moteur asynchrone. Ici. Voilà. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de module. Donc ça, c'est une carte d'alimentation, là où est placé le fusible. Ce n'est pas un module électronique qui va gérer avec un microprocesseur tous les éléments. Voilà, c'était vraiment la petite parenthèse. Donc surtout pas confondre la carte d'alimentation avec un module électronique. Donc ça c'était la parenthèse. Maintenant on va donc pouvoir faire les diverses mesures de l'appareil. Mais avant ça, on va aller vérifier le contact verrou porte. Donc je rappelle la panne, notre micro ne chauffe plus. Donc la plus importante des choses, c'est déjà de vérifier les divers éléments que je vous ai dit tout à l'heure. Mais avant d'aller voir contre le magnétron, d'aller contre les condensateurs, on va commencer par vérifier les éléments les plus petits. Voilà. Donc il y a un certain processus à respecter, un certain mode opératoire si vous voulez. Donc on va aller donc déjà vérifier le fameux fusible qui se trouve ici. On vous l'enlève pour que vous voyez bien, voilà à quoi ça ressemble. Bon, tout le monde a déjà vu un fusible, hein. Et pour le mesurer, on va donc utiliser notre fameux multimètre. Voilà mon multimètre. Hop. Alors je vais vous montrer. Il faut déjà se mettre en position test de diode, ou test de continuité, pardon. Donc le symbole il est ici. Vous voyez. Voilà. Donc on le met comme ça. Le flexible noir, on va le mettre sur le COM, et le flexible rouge sur le voltmètre. Voilà. Voilà comment ça se présente. Et donc maintenant, on va pouvoir donc vérifier l'état du fusible. Donc s'il y a du courant, s'il n'est pas grillé, on devrait entendre ce genre de son. Voilà. Si ça passe pas, bah, il n'y aura pas de son. Si le fusible est grillé, il n'y a pas de son. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc j'applique simplement mes deux cordons, mes deux pointes, pardon. Et vous voyez, ça marche. Donc ça veut dire que le fusible n'est pas grillé. Voilà, c'est la première opération à faire. Donc on peut replacer notre fusible. Alors attention, il n'y a pas que le fusible à regarder. Il y a aussi ce qu'on appelle des sécurités thermiques. Les fameux cliquetsons. Donc attention de ne pas repincer le fil. Voilà. Donc on le remet à sa place. Donc ça peut se faire sur la carte, hein. Voilà. Donc maintenant on va aller vérifier les fameux cliquetsons. Donc le cliqueton c'est la sécurité thermique, donc c'est-à-dire que quand il y a une surchauffe de l'appareil, et ben les cliquetsons, et ben ils se coupent. Alors on va enlever, hop, on repère bien avant, on prend toujours des photos avant, si on a peur de ne pas rebrancher correctement. Et on fait de la même façon, on utilise le même mode opératoire. Vous voyez, ça sonne. Donc ça veut dire que le contact n'est pas coupé. Donc on peut remettre nos cosses, rebrancher, pardon. Donc ça c'est la sécurité thermique. Il y en a une aussi. Ça dépend des appareils, donc là je vous inviterai à faire pareil, hein. Vous voyez toutes les sécurités thermiques. Voilà. Donc ça c'est déjà la première chose à faire. Et vous avez ce qu'on appelle le fusible haute tension. Donc ça je vais vous montrer dans une vue différente. Donc là vous pouvez aussi mesurer. Bon là je ne vais pas le faire, hein, parce que je l'ai fait, je sais qu'il est bon. Donc tout ce qui est sécurité thermique, c'est déjà la première chose à faire avec les fusibles, de vérifier leur état de fonctionnement. Donc là, on va tout de suite commencer par la première chose, après avoir vérifié les fusibles, c'est de regarder la sécurité porte.
Donc la sécurité porte, il y en a deux, il y en a primaire et secondaire. Donc nous on va en mesurer qu'une, hein, juste pour que vous compreniez l'idée. La secondaire, j'ai fait une vidéo bien explicite à ce sujet. Donc c'est simple, hein, vous voyez, donc la sécurité porte, je vous rappelle, c'est au cas où vous ouvrez votre micro-ondes, ça va empêcher le micro-ondes de continuer à tourner. Parce que les micro-ondes c'est invisible et ça risque de vous brûler. Donc le micro-ondes, il stoppe instantanément. Voilà. Donc c'est une sécurité. Et des fois, c'est peut être cause de panne parce que la sécurité porte, elle a été détruite. Donc du coup, le micro ne marche plus. Donc on va se prendre notre multimètre, on va se mettre en mode test de continuité. Hop. Comme ceci. Vous voyez, hop. Donc c'est le symbole de la diode là, ou le petit signal sonore. Donc on tient contact, qu'est-ce qui se passe? Quand à contact, vous voyez, ça sonne. Donc on va enlever les connexions. Hop, c'est plus facile. On fait un schéma avant, comme d'habitude, ou une photo. Donc moi je le connais, hein, donc j'ai déjà fait avant. Hop. Et là on va prendre nos pointes et on va les appliquer sur l'écosse. J'espère qu'on voit bien. Hop, ici, une pointe là. On va mettre un peu comme ça. Voilà. L'autre ici, donc normalement là, ça devrait sonner. Vous voyez, ça sonne. Vous voyez, ça sonne. On entend sonner. On applique bien sur les deux cosses, sur les deux contacts, pardon. Et logiquement, donc ça sonne. Puisque la porte est fermée, vous voyez, entre là, vous appliquez les pointes, la rouge là ou la noire là. C'est pas facile quand c'est sur le truc. Voilà. Donc là, la porte elle est fermée, donc c'est normal que ça sonne. Mais si j'ouvre la porte, vous voyez, elle est ouverte la porte. Logiquement, ça ne devrait plus sonner. Hop, donc je réapplique mes pointes. Et là, normalement, il n'y a aucun contact qui se fait. Ce qui est tout à fait normal puisque la porte est ouverte. Vous voyez? Voilà, donc là, ça sonne pas. Alors, je vous remontre où il faut mettre. Là, vous voyez. Là, j'applique. Ça sonne pas. Alors, vous appliquez ici et ici. Et là, ça sonne pas. Si je ferme la porte, on a entendu le bing. Si je ferme, là, ça sonne. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Là, ça sonne. J'ouvre. Ça ne sonne pas. Voilà. Attendez, je m'excuse, on voit pas bien. Donc on peut remettre et puis on voit bien que c'est pas le contact là. Voilà. On peut remettre nos connexions, hein. Et puis on pourra aller vérifier l'autre. Mais là, je vous invite à aller voir une vidéo où j'ai bien expliqué tout, comment vérifier les sécurités portes. Voilà. Alors là, on va pouvoir aller mesurer le magnétron. Donc je rappelle, le magnétron, c'est cet organe électrique qui fabrique les ondes. Donc il va transformer l'énergie électrique provenant du condensateur en micro-ondes. Donc pour ce faire, on va déconnecter ces bornes, les fils qui vont à ces bornes, très simple, hein. Allez. Donc avant, n'hésite pas à prendre une photo où on fait un schéma. Hop. Donc je déconnecte, comme ceci. Donc n'hésitez pas à faire un schéma ou une photo. Voilà. Bon, moi je connais, donc c'est pas la peine. Hop. On va donc prendre notre multimètre, ici. Voilà. Et on va se mettre en mode ohmmètre. Alors déjà, elle est flexible, hein, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais bon. Sur le com. Et toujours pareil, sur le voltmètre. Voilà. Ça, on l'a vu avec les sécurités portes. Donc, le calibre, c'est pareil, on va se mettre
sur le oméga, le symbole oméga, et on va se mettre sur 200. Voilà. Et on va appliquer nos pointes sur les bornes du magnétron. Alors, attendez, je déroule un peu tout ça. Voilà. Hop. Et vous voyez ce qui apparaît. Normalement, une valeur de 0,03 ohms. Donc une valeur proche de 0, ça veut dire que le magnétron, il n'y a pas de résistance infinie et qu'il est en parfait état. Il n'est pas défectueux. Donc on va faire pareil, je vous remonte vraiment bien les bornes. Hop. On va réappliquer ici. Et là, on va chercher à savoir s'il y a un courant de fuite. Alors je montre le multimètre. Donc le courant de fuite, je rappelle, c'est un courant qui circule dans l'appareil là où il ne devrait pas aller. C'est-à-dire que ça peut être cause d'électrocution, donc c'est pour ça que les appareils sont souvent mis à la terre grâce à leur prise de terre, hein, qui est ici, et qu'on a des disjoncteurs différentiels qui vont calculer s'il y a une déperdition du courant. Donc quand il y a un type de panne comme ça, quand il y a un courant de fuite dans n'importe quel organe électronique, par exemple le magnétron, ça peut faire enclencher votre disjoncteur. Et du coup c'est une cause de panne. Voilà, parce qu'il y a une déperdition du courant. Alors, voilà, donc on va appliquer nos pointes. Donc on met la pointe là, ici et là. Et on voit une valeur 1. Donc si la valeur affichée sur le multimètre c'est 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de courant de fuite et que le magnétron est en parfait état. Voilà. Maintenant on va tester les autres éléments. Donc on reconnecte nos fils. Voilà. Donc là, on va aller mesurer le condensateur. Et je rappelle préalablement, on a déchargé le condensateur, donc on peut mesurer ça, soit le transformateur. Donc on va mesurer directement sur l'appareil. Alors moi, j'avais fait une vidéo où j'ai tout décomposé l'appareil. N'hésitez pas à aller la voir, cette vidéo. Donc je vais débrancher. Hop. On va prendre la pince multiprise. Alors ouais, je vous remonte pour être sûr qu'il est bien. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour décharger. Je vous remontre au cas où. Voilà. Donc on voit pas bien. Moi je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait, on voyait parfaitement. Donc on va enlever les bornes là, enfin les fils là, pour mesurer le condensateur. Hop. Hop. Et voilà. Oh, la diode, on peut la laisser, remarque. Oh, on va tout enlever. Voilà, pareil, on n'hésite pas à faire des repères. Voilà, oui. Donc une fois qu'on a déconnecté les deux fils, hein, qu'on a pris la photo, on va pouvoir donc mesurer. Donc avant de mesurer, on va regarder la capacité. C'est ce qu'on appelle la capacité du condensateur à stocker l'énergie. Donc c'est ça son unité de mesure. Donc l'unité de mesure, pour mesurer la capacité à stocker l'énergie, ça s'appelle le farad. Donc là, j'ai un ancien condensateur que j'avais changé, un condensateur d'origine. Donc vous voyez, hein, c'est indiqué ici, hein, vous avez toutes les références, la référence, le fabricant et tout ça. Et ici, donc la référence, et en dessous, vous avez la capacité qui s'exprime en farad. Et c'est marqué 0,90 microfarad, avec une tolérance de plus ou moins 3%. Donc je vous laisse bien regarder, 0,90 microfarad. Voilà. Donc on va prendre notre multimètre. Donc moi, j'ai changé de multimètre. Parce que le précédent il ne faisait pas la fonction capacimètre. Donc on va se mettre dans l'unité de mesure qui permet de mesurer la capacité du condensateur, ce qui est différent à la résistance qui s'exprime en ohm, parce que la résistance c'est sa résistance à limiter le flux électrique. Là c'est différent, on mesure une capacité à stocker l'énergie électrique. Donc on se met en farad et on va se mettre sur le calibre 2 microfarad, parce que je vous rappelle, nous c'était indiqué 0,90. Voilà, vous voyez, on se met ici. Bien, voilà. Et donc, on va pouvoir appliquer les pointes sur le condensateur. Donc, pareil, hein, les flexibles se mettent toujours pareil. Hein. Le flexible rouge, le cordon rouge sur le symbole oméga à voltmètre et le flexible noir sur le symbole com. Voilà, on y va. Alors, on va essayer de voir que ce soit visible. Hop.
Et voyez ce qui a marqué 0,92, 94. Donc ça correspond aux 0,93 microfarad. Donc le condensateur est en parfait état. Si on ajoute à ça la tolérance. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du condensateur. Donc on peut remettre les fils comme c'était, hein, si on a bien fait les choses. Donc je vous montre où on applique les fils, on les met là. Hein. On les met ici. Vous appliquez vos fils ici. Voilà, ici. Et puis après ça vous indique la valeur qu'on a vue tout à l'heure au condensateur. Voilà. Ici vous appliquez les bandes. Voilà. Donc on remet les fils. Donc on remet la diode. Hop. On peut faire des repères, hein, des photos, des dessins. Le fusible haute tension. Voilà, on l'applique bien. Voilà. Donc maintenant on va mesurer le transformateur. Donc maintenant on va donc voir comment mesurer le transformateur, hein, donc l'autre élément, hein, donc qui augmente la tension nécessaire au fonctionnement du magnétron. Donc il faut une tension de 2500 volts. Donc je vous rappelle que lui il sert à augmenter la tension. Donc on va enlever les connexions qui vont à ces bornes. Donc on prend une photo comme d'habitude. Hop. Moi je connais, donc c'est pas la peine. Ou on fait un schéma, très important. Donc on va appliquer nos aiguilles ici, sur ce qu'on appelle les enroulements primaires. Hop. Donc on va prendre notre multimètre. Vous voyez, hein, les deux enroulements. Donc on prend notre multimètre. Donc j'ai rechangé de multimètre parce que celui-ci est plus simple. On se met dans le calibre 200 ohms. Donc là on se remet en position ohm. Donc on mesure la résistance. Voilà, hop. Et on va appliquer nos fameuses aiguilles. Là où je vous ai montré, je vous remontre encore une fois. Ici, les deux bandes ici. Attendez, avec les aiguilles c'est mieux. Ici et l'autre. Voilà. Donc on va se mettre comme ça. Et normalement, si le transformateur n'est pas défectueux, on doit avoir une tension de 3,3 ohms. Donc c'est parfait. Le transformateur est en bon état. En tout cas pour ce qui est des enroulements primaires. Là où vont arriver les 230 volts. Voilà. Maintenant on peut mesurer directement ici sur ce qu'on appelle la masse. Vous voyez, alors là il faut gratter légèrement au niveau du vernis, je vous montre. Voilà, ici. Vous voyez là, on va mettre notre aiguille ici. Ici. Et on va la mettre, on va placer notre aiguille. Je n'enlève pas le fusible hein, parce que c'est un peu... On va le mettre. Notre aiguille, on va la placer ici. Là où il y a la bande là. Voilà. Donc une aiguille va aller ici. Donc si vous voulez, vous pouvez enlever le fusible haute tension, mais moi je préfère pas l'enlever. Parce que j'ai manipulé. Et... Alors voilà. Et donc maintenant, si on fait bien les choses, il faut bien gratter au niveau du vernis, hein, parce que des fois ça peut fausser le résultat. Alors j'essaie de bien vous le calibrer. Hop, calibre 200 sur position ohmmètre. Donc on se met ici. Attendez, je suis désolé. Ouais, il y a une valeur qui s'affiche rapidement. Vous voyez, 100 ohms. Alors, si vous trouvez à peu près 160 ohms, voire 190 ohms, c'est que c'est bon. Alors, je vous montre bien parce que moi j'ai des problèmes avec mon multimètre. Il faut bien gratter au niveau du vernis comme ils disent. Voilà, attendez. Vous voyez, ça affiche une valeur de 190 ohms. Voilà, il est un petit peu, voilà, c'est parce que mon multimètre n'est pas nickel, mais entre 130 et 180 ohms. Entre 100 et 130, tout ça dépend des constructeurs. Là, 130 ohms, ça veut dire que le transformateur est en bon état. Voilà. Donc les enroulements sont parfaits. Et on voit bien là, ça s'affiche. Ça s'affiche par intermittence, mais là, c'est pas facile à mesurer comme ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir remonter tout. Hein.
On va pouvoir tout remonter et on va donc, pardon, on a déjà tout remonté. Là, on va pouvoir aller tester donc la diode haute tension avec une pile et normalement tout le diagnostic sera bon. Allez, à tout de suite pour la mesure de la diode haute tension. Alors, pour mesurer votre diode haute tension, qui ressemble à ça, là-bas, il nous faut une pile et un multimètre. Donc j'ai changé de multimètre parce que l'autre multimètre, je n'ai pas les pinces crocodiles adéquates. Donc j'ai repris celui-ci. Celui-ci, comme il ne faisait pas capacimètre, j'ai été obligé de changer. Voilà, donc on se remet avec cela. Donc pareil, hein, comme d'habitude. Donc il va nous falloir des pinces crocodiles ce coup-ci. Donc on se met toujours pareil sur le com. Ici, on se met sur le voltmètre, symbole voltmètre. Voilà. Et là, on va se mettre en voltmètre courant continu. C'est important de voir ce symbole. Et on se met sur 20. 20, pourquoi? Parce que notre pile, elle fait 9 volts. Donc il faut une pile de 9 volts. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Donc c'est simple. On va mettre notre pince crocodile sur la borne négative. Donc le fil noir, le cordon noir sur la borne négative de notre pile. Comme ça. Voilà. Et le flexible rouge, enfin la pince crocodile rouge, on va la brancher sur notre diode haute tension. Donc on va se mettre ici, là où il y a la cosse, vous voyez? Là où il y a un petit trait blanc, là, vous voyez? Alors on voit bien ou pas? Alors je vais zoomer. Voilà, vous faites comme ça. Et vous allez appliquer ça, le bout là, vous allez l'appliquer sur la bande positive de votre pile. Comme ceci. Alors attendez, parce que c'est pas... Voilà. Sur la bande positive de la pile, alors je me mets un peu plus loin. Alors je vais un petit peu dézoomer. Voilà, et vous allez voir ce que ça va afficher. Donc la bande négative, elle est pincée par la pince crocodile, le flexible noir. Flexible noir ici, sur la bande négative. Et la bande positive, hein, le flexible rouge, sur la tige métallique. Là. Et vous voyez, si on met comme ça, on va afficher une valeur de 5 volts. Ce qui est tout à fait normal. Il faut bien toucher, il faut bien appliquer. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc la diode haute tension est en parfait état. Donc on peut l'éliminer également. Hein, donc on voit que ça fonctionne parfaitement. Il faut bien toucher. Donc vous avez compris le fonctionnement. Hein. Voilà. Voilà. Donc notre diode est en bon état, elle n'est pas défectueuse. Donc maintenant,